Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Aviva, bienvenue sur Libre-Échange, une émission en partenariat avec Midi Libre. J'accueille ce soir Anne Fraisse, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'université Paul Valéry, une présidente, j'en suis certain, très heureuse dans cette rentrée, puisqu'en juillet dernier, vous avez inauguré l'Atrium, projet emblématique de l'opération Campus. Oui, tout à fait. C'est une immense satisfaction, c'est un projet dont j'ai vu à la fois l'origine, puisque j'ai été présidente en 2008 quand le dossier a été proposé et a gagné. Il y avait 10 universités à l'époque qui ont gagné, enfin 10 villes universitaires, puisque c'était l'aménagement de sites, et Montpellier était une de ces premières villes, et effectivement l'opération Campus est une réussite pour l'ensemble du site, pas uniquement pour notre université, mais pour notre université, c'est l'Atrium, c'est-à-dire un learning center de dernière génération, donc une superbe bibliothèque. Il y a d'autres services aussi d'accueil des étudiants, mais essentiellement 3 immenses plateaux de bibliothèques et aussi des salles de travail pour les étudiants, un bâtiment entièrement connecté et magnifique. Oui, avec une prouesse architecturale et environnementale à saluer. Oui, tout à fait. C'est une vraie réussite architecturale. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, notre campus a toujours été assez heureux en matière de construction. On a un campus qui est de toute façon labellisé patrimoine du XXe, qui a toujours bénéficié de gestes architecturaux de haute qualité. Ça fait de cet atrium l'une des plus belles bibliothèques de France, on peut le dire comme ça ? Ah, tout à fait, oui, pour moi. Alors, bon, on va nous dire qu'on est chauvin, mais non, là vraiment, c'est sans doute la plus belle bibliothèque de France à l'heure actuelle. Et vous nous dites tout de même que vous avez lancé le projet, vous étiez présidente en 2008, on est en 2024, ça a tout de même mis 16 ans avant d'arriver au bout de ce magnifique projet. Oui, enfin, si on prend le début du concours de l'opération Campus. Mais tout de même. Mais oui, ça a été long, il y a eu différents aléas, mais voilà, on y est arrivé et exactement comme on voulait, ce qui est pas si simple dans ces projets, et c'est une superbe réussite. Ça veut dire que vous avez porté, piloté et qu'on vous a laissé faire ? Oui, enfin, l'opération Campus, c'est une équipe qui a été recrutée depuis et que, effectivement, Paul Valéry porte. Mais de toute façon, je pense que c'est d'abord une réussite de la politique de l'État. Oui. Autant je suis critique sur un certain nombre de choses, autant il faut reconnaître que l'opération Campus, en particulier celle de Montpellier, est une superbe réussite et qu'on en a tout à fait profité et que je pense qu'on va encore en profiter. Il faut saluer les réussites quand il y en a. Évidemment. Autre réussite en cette rentrée, plus d'étudiants à l'université Paul Valéry que l'année dernière. Oui, tout à fait. On nous annonce beaucoup des baisses du nombre d'étudiants. Les 2 dernières années, on a eu une stagnation, une légère baisse, mais cette année, ça repart à la hausse. Et ce qui pour nous est positif, c'est que ce n'est pas uniquement les L1, enfin les premières années, qui sont plus nombreux, mais c'est également les masters et les doctorants. Et ça, c'est important parce que c'est aussi un gage de qualité dans l'université lorsqu'elle arrive à garder des étudiants de haut niveau. Alors il faut évidemment, pour garder des étudiants de haut niveau, des enseignements à la hauteur, on va évidemment y revenir et on sait qu'ils existent dans cette université Paul Valéry. On l'a vu, des conditions de travail, l'Atrium, il y a d'autres évolutions possibles dans les bâtiments. Il y a beaucoup de projets, un calendrier assez fourni d'ici les 4 ou 5 prochaines années. Oui, tout à fait. On est en travaux depuis longtemps et je pense qu'on va encore y être. Mes collègues savent que cette université est un grand chantier de ce point de vue-là. On a essentiellement d'abord la réhabilitation du bâtiment Raymond Lull, c'est-à-dire de l'ancienne bibliothèque, puisque l'Atrium a vu le transfert pendant 3 mois de notre bibliothèque, de tous les livres qui étaient stockés. Et donc là, ce bâtiment va être remis en état, tout en gardant la structure extérieure qui est celle du campus
initiale, puisque ce bâtiment est au patrimoine du XXe siècle, va être réutilisé à d'autres fins, en particulier pour tout ce qui relève de nos masters pro et aussi du regroupement de bibliothèques. Donc c'est un très gros chantier, puisque c'était le plus gros bâtiment de l'université avant la construction de l'Atrium, et qui représente 12 000 mètres carrés environ de bâtiments à rénover. Donc ça, c'est toujours dans le cadre de l'opération Campus, c'est la suite de l'opération Atrium. Et on a aussi un bâtiment qui s'appelle La Fabrique, en collaboration avec la région, qui est d'ailleurs la part aussi de cette opération Campus, puisque vous savez que l'opération Campus, elle a été gagnée avec... C'est un projet d'État, mais à l'époque, la région, M. Fraîche, avait dit « je mettrai 1 euro chaque fois que l'État en mettra 2 ». Et c'était un des éléments. L'engagement était tenu. Voilà, et l'engagement a été tenu au fil du temps. Et là, la fabrique, c'est pour nous cette participation de la région au projet de l'opération Campus. Donc là, c'est pas encore lancé, on est au stade, on reprend les études, et c'est un beau bâtiment qui viendra pas loin de l'Atrium, de l'autre côté du parking. Et qui hébergera quelles activités ? Alors, qui hébergera des activités en lien avec l'innovation, les entreprises, toute la partie aussi informatique de l'université. Donc là aussi, c'est un bâtiment, je dirais, très tourné vers des nouveaux modes de conception de l'université. Vous évoquiez le succès de l'État, finalement, dans la politique qui peut être conduite dans ce type de projet. C'est aussi le succès des collectivités, de la ville, de la région, parce que ces deux collectivités ont fait de l'université une priorité au cœur de la ville. Tout à fait. D'ailleurs, on a un projet aussi avec la mairie, un projet qui était très très ancien et qui est en train de voir le jour, celui d'une crèche dans le cadre de l'université, sur les terrains même de l'université, avec une convention avec la mairie, pour qu'une partie des berceaux de cette crèche soit prioritairement attribuée à nos étudiants parents ou les personnels de l'université. Avec des attentes des étudiants qui, en 16 ans, depuis 2008, si je reviens à vos premiers jours de présidence de l'université, qui ont forcément changé, et donc des attentes auxquelles vous devez répondre en termes environnemental, social, humain, psychologique, j'imagine. Oui, tout à fait. Enfin, en tout cas, tout ce qui est ces bâtiments ou ces attentes, ça évolue forcément dans le temps. Mais ces projets restent de toute façon d'actualité et très ancrés dans ce que doit être l'université actuellement. Vous parvenez à impliquer les étudiants dans les projets que vous portez ou que vous avez portés à tout point de vue. Comment ces étudiants-là arrivent à vous dire c'est plutôt vers cet axe-là qu'on aimerait aller, ou on a besoin de ce type de fonctionnement ? Alors ça, c'est le rôle des étudiants qui sont dans nos conseils, essentiellement. Après, il peut y avoir effectivement des enquêtes qu'on fait. Par exemple, pour la crèche, il faudra forcément faire des enquêtes. Après, je dirais non, une fois que ces opérations-là sont lancées, pas obligatoirement les étudiants qui ont... le dernier mot. Le dernier mot, en fait, ils sont concernés, par exemple, pour ce qui est de Raymond Lulle, qu'on est en train de voir, les occupants, en particulier les UFR, les facultés, qui vont entrer dedans par le biais des masters et tout, sont concernés. Et eux, ils ont des conseils de perfectionnement qui font intervenir davantage les étudiants. Mais à partir du moment où les projets sont lancés, beaucoup moins, évidemment. On passe à la construction, à la réalisation architecturale, et là, il y a beaucoup moins l'avis des étudiants. Deux sujets qui concernent au premier chef les étudiants, on en parle beaucoup, c'est la précarité étudiante. C'est un sujet de rentrée, mais qui dure toute l'année. Les étudiants sont de plus en plus en difficulté, ont de plus en plus de difficultés à vivre normalement, parfois à se nourrir, parfois à vivre tout simplement comme étudiants. Comment vous accompagnez ces étudiants en difficulté ? Alors, effectivement, il y a une plus grande précarité de deux façons. Je pense qu'il y a plus d'étudiants qui sont touchés par cette précarité, et il y a des étudiants qui sont plus touchés encore par cette précarité. Il y a à la fois ce double
ce double aspect qui rend les choses de plus en plus complexes. À la fois le nombre touché Mmh. et l'aggravation des situations de certains. Vous Qui arrivez à sont très détecter grandes. ces étudiants, à détecter d'abord leurs difficultés, et à les accompagner tout au long de l'année pour qu'ils puissent faire leurs études de manière normale? On essaye, c'est pas toujours aussi simple parce que, alors, on est beaucoup en lien avec le Crous là-dessus, Ouais. Mmh. hein. Mais les aides qu'on peut apporter sont quand même relativement limitées. D'abord parce que ce n'était pas au départ la fonction première de l'université. Mmh. Et donc les lois qui nous régissent ne facilitent pas toujours cette aide directe à l'étudiant. Je vois par exemple, on a une épicerie solidaire Ouais. dans le cadre même de l'université, et il est extrêmement difficile, par exemple, pour une université de gérer elle-même une épicerie solidaire, Mmh. parce que on se met en concurrence, on relève de lois de marché qui sont Ouais. très strictes dans le service public, et les lois ne sont pas toujours adaptées pour cette aide directe. Là, on est justement en train de phosphorer pour essayer de trouver comment faire, mais actuellement, on passe par des associations qui servent d'intermédiaires à cela et qui ont elles-mêmes leurs propres règles et parfois du mal à cibler Ouais. un public précis, Mmh. c'est-à-dire le public des étudiants. Deuxième sujet, c'est la question du logement. Elle est prégnante évidemment dans notre pays, c'est une des priorités des Français, et on sait combien là aussi c'est difficile pour certains étudiants de se loger à Montpellier, se loger décemment aussi. Même souci que pour l'épicerie solidaire, vous avez du mal à prendre la main sur ce sujet du logement, ou est-ce que Alors, c'est plus facile? Je dirais que c'est peut-être plus difficile parce que là, D'accord. c'est vraiment la préoccupation du Crous. Ouais. Voilà. Et les universités ont beaucoup de mal justement à avoir un rôle direct sur le logement. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire, si Mhm. vous voulez, vous voyez. Sinon, se mettre en concurrence avec des agences de location. Sinon, voilà, on n'a pas, nous, de chambre à proposer. Mhm. Donc, vous voyez, on rentre dans un domaine qui n'est pas celui qui concerne directement la gestion des universités, Est-ce et que ça ceci rend les doit- choses difficiles. Est-ce que ceci devrait évoluer selon vous? Est-ce que les universités devraient pouvoir piloter des sujets aussi importants pour les étudiants au-delà des enseignements? Alors, c'est des questions qui se posent actuellement. Pour ma part, je travaille très bien avec le Crous, Ouais. et voilà, je ne suis pas certaine que ce soit notre métier. Mais c'est une opinion qui m'est propre et qui n'est pas partagée par tous les présidents d'université, dont certains voudraient effectivement avoir aussi la main sur ce qui relève du logement. Personnellement, c'est pas mon opinion. Je pense que le Crous, et en particulier celui de Montpellier, avec lequel personnellement efficace, je bien travaille sûr. très Mhm. bien, qui est très Mhm. efficace, et qui est d'ailleurs un de ceux qui a le plus de chambres à Ouais. proposer Mhm. aux étudiants, même si c'est insuffisant, hein, on le sait tous. Et des chambres qui ont été rénovées Tout à fait. dans des Tout à bâtiments fait. totalement restaurés. D'ailleurs, le Crous faisait aussi partie de l'opération Campus et a Ouais. eu, à ce titre-là, un certain nombre d'aides. C'est sans doute pas le plus important, mais en tout cas, ils ont participé aussi. C'était un des partenaires de l'opération Campus. Vous dites en creux que les universités, selon vous, doivent se concentrer d'abord sur les enseignements, la recherche? Ben, en tout cas, un changement demanderait beaucoup de temps, et je crois que dans la situation d'urgence, mieux vaut se servir de ce qu'on a euh, plutôt que d'inventer un modèle. C'est pas le modèle qui changera Mhm. la difficulté. Le Crous est parfaitement capable de gérer plus de logements si il y en a qui sont construits. Voilà, je ne vois pas pourquoi ce serait à mon université de prendre cela en charge. Je suis, moi, parfaitement satisfaite de ce que peut faire le Crous. Et si on veut faire, évidemment, quelque chose pour le logement étudiant, je pense que dans le service public actuel, c'est au Crous qu'il faut s'adresser. On évoquait l'investissement qui a été porté sur l'Atrium et sur l'université dans les prochaines années, ce qui faisait de vous une présidente heureuse. L'êtes-vous complètement quand vous regardez vos budgets en début d'année? Ah, là, vous touchez un point sensible, évidemment. On ne peut pas être heureux, surtout si je reconnais tout à fait l'investissement de l'État pour mon université en ce qui concerne les bâtiments. Je suis nettement moins satisfaite pour ce qui est de la dotation de l'État à mon université, parce que
vous savez que ça a été publié dans les tableaux qui marquent justement la proportion de ces dotations, mais nous sommes tout à fait en bas, mais vraiment en bas. On est quasiment l'université, on est, je pense, l'université la moins dotée de France. En tout cas, dans le dernier tableau qu'on a eu, c'était le cas. Qu'est-ce qu'il explique, Anne-Fraisse ? Alors, on nous répond que c'est historique. Et c'est vrai en partie, puisque on vit sur de très anciens modes de répartition qui s'appelaient autrefois San Remo et ensuite Sympa. Un système que nous n'avons jamais trouvé sympa d'ailleurs, mais voilà. Et qui répartissait cette dotation d'État par étudiant selon un certain nombre de critères. En particulier, vous avez déjà à l'entendre, c'était un critère qui faisait qu'un étudiant de lettres, sciences humaines, ou d'ailleurs économie et droit, c'était dans la même type de catégorie, rapportait moins à son université, si je veux le dire comme ça, c'est-à-dire qu'on estimait que ses études coûtaient moins cher, donc l'université recevait moins d'argent pour assurer ses études, qu'un étudiant de sciences, par exemple. La différence était du simple au double. Et ça, c'est historique. Et ça, c'est tout à fait historique. Alors, non seulement on souhaite que ça change, mais tout simplement d'ailleurs parce que la réalité de l'enseignement a changé. On nous expliquait à l'époque que les éprouvettes et le matériel de laboratoire scientifique coûtaient très cher. Moi, je réponds, venez voir ce que me coûtent les logiciels de mes étudiants d'art plastique ou en psycho, on les envoie faire les mêmes cours que des étudiants de sciences, puisqu'il faut qu'ils étudient le cerveau et autres. Bon. Et pourquoi est-ce que pour eux, ce serait moins cher que pour les autres ? Mais indépendamment de ça, le système a dérivé en ce sens que ils ont été arrêtés, ces deux modes de calcul. On nous a annoncé un mode de calcul qui serait plus juste. On appelait de nos voeux, effectivement. Et puis, personne n'est jamais arrivé à proposer un mode de calcul plus juste. Voilà. Et les choses ont dérivé comme ça, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu moins que ce qu'on avait, mais du coup, on nous a rajouté un plus sur une base qui était profondément injuste au départ, et ça n'a fait qu'aggraver les inégalités. C'est-à-dire, si vous entreprenez de traiter toutes les universités parce que vous pensez juste, par quelque chose où vous donnez une proportion qui est la même, ça ne sera pas le même effet sur une université très dotée et une université qui est mal dotée. Et le compte n'y est pas pour vous ? Alors non seulement le compte n'y est pas, mais les écarts se sont aggravés et sont aussi ajoutés des écarts qui sont sans doute moins compréhensibles, qui sont dans la même discipline. C'est-à-dire que, alors déjà c'est assez injuste, en tout cas dans cette proportion, qu'un étudiant de lettres soit nettement moins financé par l'État qu'un étudiant de sciences, mais là où ça devient totalement injuste et quelque part assez incompréhensible, c'est quand un même étudiant en histoire ou en psycho est plus financé s'il est, je ne sais pas, je dis au hasard, pour pas que mes collègues pensent que je vise quelqu'un, à Lille ou à Strasbourg, que s'il est à Montpellier. Et là, c'est ce qui se passe, puisque quand on voit la liste des universités, chez moi, l'État paye moins, donne moins à mon université pour un même étudiant qui, ailleurs, recevra plus. Et là, on est dans l'injustice profonde et fondamentale. Que vous disent les ministres ? Parce que Anne Fraisse, président de l'université Paul Valéry, j'imagine que vous les avez rencontrés très régulièrement. Ils sont d'accord avec vous ? Ils ont promis de changer ? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire à ce micro ? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. D'abord, pour moi, c'est une vraie atteinte au service public. Ouais. C'est une vision du service public que peut-être on ne partage plus maintenant avec l'État et le ministère. Pour moi, le service public, une université, si vous voulez, c'est un service public. C'est-à-dire que l'État nous demande d'assurer des charges, des missions qui sont l'éducation de la jeunesse, et pour cela, nous donne de l'argent correspondant à ces missions. Et aux charges donc que l'université a. Et c'est là que c'est vraiment une injustice totale. Et quand on le dit, oui, c'est reconnu, mais ça ne change pas. Ça ne change pas. Voilà, c'est ça. L'an dernier, quand même, quand est sortie cette liste, j'ai pris publiquement la parole pour dire, mais quand même, on est là
au niveau de l'injustice première. Enfin, il ne peut pas y avoir d'injustice plus grande que de dire que un étudiant, selon l'endroit où il naît, l'endroit où il fait ses études, voire le type d'études qu'il choisit, ne sera pas traité de la même façon par l'État qui doit assurer le fonctionnement de l'éducation supérieure en France. Avez-vous espoir que le nouveau gouvernement, avec ce nouveau ministre de l'enseignement supérieur, Patrick Hetzel, change la donne et en tout cas considère que, vous avez raison, Anne-Fraisse, c'est qu'il est temps de remettre à plat le système? Alors, j'ai raison et l'espérance est une très belle chose. Maintenant, c'est un discours que j'ai entendu depuis 2008, c'est-à-dire qu'on ne m'a jamais dit on ne va pas, on laisse les choses comme ça. On m'a toujours dit on étudie un autre système. Ouais. Et parfois même, je dirais, ce système a abouti. Mais c'est simple. Ce système, un nouveau système reposerait sur quoi? Un rattrapage des universités qui sont les plus bas par rapport à celles qui sont les plus hautes. Donc, ça suppose deux choses. Ou on investit massivement une somme qui permet aux universités de rattraper. Voilà, on dit il faut tant de millions et on met ces millions dans les universités qui sont en décalage. Soit, l'autre possibilité, c'est si on fait ça à budget constant, ça veut dire on prend à celles qui ont plus pour égaliser le système. Donc, première solution, on nous dit « Ah ben oui, il faudrait, mais les temps ne s'y prêtent pas. » Et je peux vous dire que depuis 2008, les temps ne se sont jamais prêtés. Donc, il n'y a jamais eu d'évolution. Et quand on pense à la deuxième solution, il y a beaucoup de regards qui se détournent parce que, voilà, c'est pas facile pour des universités sans doute mieux dotées, mais certainement pas trop bien dotées, de dire on va partager avec les autres. Et ce n'est pas la politique d'un ministère, parce qu'il faut savoir que, évidemment, celles qui sont mieux dotées, c'est celles qui ont été considérées justement dans les nouvelles lois comme les universités de recherche, celles qu'il faut pousser pour qu'elles rentrent au classement de Shanghai, celles qu'il faut... Donc elles ne partageront pas. Donc elles ne partageront pas, et le ministère, à mon avis, n'est pas vraiment décidé à les faire partager. C'est pas la logique de la loi. Et ça veut dire aussi que probablement il faudrait changer le regard des pouvoirs publics sur l'enseignement supérieur en France. C'est pas forcément un centre de coût, mais c'est un centre d'investissement. Tout à fait. Enfin, je pense que tant qu'on prend la formation des jeunes uniquement comme des coûts et des dépenses dont on se demande si elles sont bien rentables, et bien on est à côté de la plaque. Éduquer la jeunesse pour l'État, c'est un investissement, c'est investir dans l'avenir. Ouais. Et ça, c'est la notion même de service public, et c'est pour cela que l'État doit assurer l'éducation de la jeunesse comme un service public, et non pas comme quelque chose qu'on peut déléguer au privé et faire payer par les familles ou par... C'est trop précieux. Enfin, la formation de la jeunesse, c'est quelque chose de trop précieux pour en faire quelque chose qu'on peut monnayer. C'est ça ce qu'est un service public. C'est sortir ce qui est essentiel à la construction d'un pays et d'une civilisation, c'est le sortir de l'aspect mercantile des choses. C'est se dire que c'est vital pour un État d'avoir une jeunesse éduquée, formée. Voilà. Et ça, c'est pas discutable pour moi. Et c'est l'axe de campagne de votre campagne, puisque je rappelle que vous terminez votre 3e mandat comme présidente de l'université de Montpellier et que vous êtes candidate à votre réélection. Les élections ont lieu au mois de novembre. Tout à fait, oui. Ça sera ça l'axe, hein. En tout cas, un des axes de dire c'est mon combat, faire en sorte que l'engagement pour la jeunesse soit total et donc qu'il touche toutes les universités. Ça l'a toujours été de façon plus pragmatique. Le combat, c'est continuer aussi pour mon université à essayer de lui faire rattraper financièrement parlant en poste, parce que financièrement parlant c'est important, mais ça suppose surtout qu'on est sous-encadré et que mes collègues s'épuisent à assurer l'encadrement des jeunes dont on nous confie l'éducation. Combien de postes seraient attendus dans ces conditions ? Combien il en faudrait? Alors, c'est difficile à dire, ça dépend quelle mesure vous prenez. Nous, la mesure qu'on prend pour essayer justement de créer des postes d'enseignants-chercheurs, c'est de se dire que si 60% des cours sont assurés par des titulaires,
on est dans une proportion qui est supportable et correcte, parce que on va chercher par ailleurs des professionnels, on va chercher par ailleurs des chargés de cours, et ça, on sait faire. Mais quand un département arrive à être à 38% d'encadrement, ça veut dire que, vous voyez, ou à 40, voilà, ça veut dire que moins d'un cours sur 2 est assuré par un titulaire de l'université. Et là, on est en sous-encadrement, et quelque part, ça affecte ce qu'on peut... Ça affecte la qualité de ce qu'on peut faire. On ne peut pas se démultiplier. Quand il faut encadrer, par exemple, nos étudiants de master pour des stages, pour des mémoires, quand il faut les aider à cet apprentissage de la recherche, qui est le mémoire, si on en a trop, on ne peut pas faire le travail correctement. Merci Anne Fraise, présidente de l'université Paul Valéry à Montpellier. Vous étiez mon invité ce soir. Merci beaucoup. Merci. Libre-échange. Une personnalité se livre. Ses créations, ses valeurs, ses engagements. Une émission avec Olivier Biscay.